Bienvenue à tous sur le plateau d'El Janoubia, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui est survenu il y a maintenant quelques années de cela, mais dont nous avons souhaité évidemment, sur lequel nous avons souhaité revenir. Il s'agit du 17 octobre 1961. Voilà, cette date sonne comme le glas d'une épreuve vécue par des Algériens qui se trouvaient à un endroit, à Paris, et qui ont vécu le martyre et pour beaucoup n'en sont jamais revenus. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Mohamed Kaki. Vous êtes le président de l'association Les Oranges et sociologue, ainsi que Monsieur Gamel Abina du Parti indépendant et aussi président de l'association Amal. Oui. Alors, je me tourne vers vous tout d'abord, Mohamed Kaki. Revenons sur ce qui s'est passé. Que s'est-il passé ce jour du 17 octobre 1961 à Paris? Eh bien, c'est un événement extrêmement important. Ce jour du 17 octobre 1961, on ne peut le situer qu'en le restituant dans le contexte de la guerre d'Algérie. Nous sommes dans les dernières années de la guerre d'Algérie, disons, et il y a le 5 octobre précisément un couvre-feu raciste, discriminatoire contre les seuls Algériens. Donc quelques jours avant le 17, on est le 5 octobre. Le 5 octobre, c'est ça qui a déclenché la manifestation et la répression qu'on verra plus tard. Donc le 5 octobre, il y a un couvre-feu discriminatoire contre les seuls Algériens. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit de sortir après 19 h, sans quoi ils se font ramasser par la police et ils ne peuvent plus ensuite aller au travail, etc. C'est ce qui est d'ailleurs arrivé, et un certain nombre de patrons français chez lesquels les Algériens travaillaient se sont plaints d'ailleurs à l'État français à l'époque en disant ça suffit, écoutez, c'est pas possible, nos ouvriers le lendemain, parce qu'il suffit que quelqu'un travaille, je ne sais pas moi, à Ivry, par exemple, et qu'il doit retourner chez lui à Nanterre, eh bien, c'est simple, les 19 h, il les aura largement, puisque en général, dans le bâtiment, on termine jamais avant 19 h. Ouais. Donc, c'est très difficile. Donc, vous voyez, ils se font ramasser par la police, et donc, c'est vécu comme une discrimination, comme une hagra. Mohamed, sur la base de quoi il y a eu pourquoi ce couvre-feu? Comment il a été justifié par les autorités françaises de l'époque? Alors, d'abord, il faut restituer qui a fait ça. Et ça nous donnera le reste. Celui qui a mis en place ce couvre-feu, c'est le préfet Maurice Papon. Maurice Papon, pardon, sinistre personnage qui déjà s'était fait largement remarquer pendant la Seconde Guerre mondiale. Et qui était ce monsieur? Il faut le savoir, il était d'ailleurs préfet à Constantine. Et ce monsieur a importé la torture. Non seulement il l'a importé en France, parce qu'il n'a pas été mis au hasard en tant que préfet de police en France, il a été mis pour mater justement les velléités politiques des Algériens en France. Parce qu'il y a une longue tradition politique des Algériens. Vous avez par exemple à Nanterre, ville historique de l'immigration algérienne, c'est là-bas que le PPA, le Parti du peuple algérien de Messali Hadj, a été créé à Nanterre en 1937. Donc vous avez une longue tradition de politique, de culture. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les Algériens avaient accès à la culture, à la politique, à un certain nombre de choses. Il y a une longue tradition, je dirais, du peuple algérien en France, dans un certain nombre d'officines. Donc politiques. Maurice Papon, lui, met en place ce couvre-feu pour mater. C'est ça, pour mater les velléités politiques, pour faire pression sur le FLN, pour faire pression pour que, en gros,
c'est je vais vous mater et je vais vous faire voir qui est le patron. Hein. En clair, c'est ça. Et donc, l'objectif, c'est de maintenir les gens dans la terreur. Hein, parce que lorsque la police attrape quelqu'un, il faut resituer dans ces années-là, lorsque pour un simple dépassement de couvre-feu, ils ne vont pas le saluer, lui demander ses papiers comme ça. Il va passer une très très mauvaise soirée. En règle générale, quand vous allez dans un commissariat à l'époque, que vous êtes algérien, eh bien ça se passe très très mal et vous êtes dans un sale état. Et donc tout ça, bien avant le 17 octobre, les expériences dans les commissariats de police sont terribles. Et en plus, il faut rajouter un élément historique important, vous avez ce que l'on appelle les supplétifs. Les supplétifs de la police française, ce sont les harkis, c'est-à-dire les gens qui se sont mis du côté de la France, et parmi eux, vous avez une équipe de ce qu'on appelait les supplétifs. Et ceux-là, ils étaient d'autant plus redoutés que la police française en elle-même, puisqu'ils mettaient en œuvre des tortures sadiques encore pires que la police française. Et c'est ça qui est important aussi de restituer dans le contexte. Donc voilà, ça c'est un peu le contexte. Donc voilà. Nous sommes, pour répéter un peu, dans les dernières années, mais on ne sait pas encore que c'est les dernières années, mais en tout cas, on est en 61, la guerre se finira une année plus tard, quelques mois plus tard, mais elle est déjà bien entamée, hein, parce qu'elle a commencé en 1954, du moins officiellement, hein, tout à fait. Avec la Toussaint rouge. Hein. Et puis, on a des Algériens qui vivent en France, qui subissent un couvre-feu. Gamal Abina, quelle est votre vision un petit peu sur ces événements que vous n'avez pas vécus, mais comment vous en avez hérité de cela? Bon, déjà, il y a une chose qu'il faut ajouter par rapport à ce qui a été dit, tout est juste évidemment, c'est le fait que la police française a usé d'une force considérable et extrême, puisque c'est la pire répression qu'on ait jamais vue en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, surtout sur une population civile. Hein, on n'est pas en guerre, enfin on n'est pas en guerre en France, c'est pas encore la guerre. Hein, ça reste encore les événements d'Algérie, c'est très lointain, c'est une perception terroriste de ce qui se passe là-bas. Et ce qui se passe, c'est que Papon, non seulement donne l'ordre le soir de la répression, littéralement, il donne une carte blanche pour tuer des Algériens. Il ne fait pas semblant, ce n'est pas une demi-mesure. Il dit clairement, un peu comme, je fais toujours une comparaison avec la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on voit des points communs, hein, clairement, dans le traitement. Quand il y a la nuit cristal en 1938, c'est pareil. Hein, je veux dire, les Allemands se lâchent. Et les Allemands, c'est les SA, les SS, mais pas seulement, il y a des gens de la population qui participent. Et on voit la même chose en France. Il y a des Français lambda qui assistent au massacre, qui sont vifs, c'est dans la rue, devant tout le monde, devant le Grand Rex, tout le monde voit les massacres. C'est pas caché. Et pire que ça, c'est que quand les policiers vont les tuer, il n'y a pas seulement le caractère guerre d'Algérie qui intervient, il y a aussi le caractère de vengeance. Parce qu'il faut savoir que le FLN avait conduit des opérations ici d'élimination de certains policiers. Donc il y avait pas mal de policiers qui avaient été tués par rapport à cette guerre qui commençait à se déporter sur le territoire. Et Papon a dit, vengez-vous. Il y a des collègues à vous qui ont subi, on leur fera subir. Et de l'autre côté, on était en pleine négociation des accords d'Évian, et elles étaient ralenties, ces négociations. Et ça a été pour le FLN, pour le mouvement, enfin je le FLN en France, ils se sont dit, il faut porter le combat sur le territoire national de façon pacifique. Il ne faut jamais perdre de vue que l'appel était pacifique, ça n'était pas un appel violent. Donc c'est en ça que, par rapport à l'héritage que nous avons de cette histoire, qui a été occultée très longtemps, on en reparlera dans quelques minutes par rapport à la question de M. Jean-Luc Kennedy qui nous a quittés, c'est qu'effectivement, dans une démocratie, au moment où ces Algériens sont français, depuis 1958, puisqu'on leur donne les droits d'être français, ils sont discriminés de façon raciste. Le marqueur n'est plus la carte d'identité, puisqu'ils sont français, mais clairement le physique. Et une petite anecdote que vous devez certainement connaître, des Brésiliens ont été passés à tabac parce qu'on les a pris pour les Algériens. Quant aux Marocains et aux Tunisiens, c'était à la même enseigne. Évidemment. Vous voyez. Évidemment. Donc c'est vrai que la transmission de ce passé est violente parce qu'elle est niée. Aujourd'hui, le problème, c'est la négation de cette histoire. Donc, alors, pour revenir sur le déroulé des événements, voilà, c'est l'aube, nous sommes le 17 octobre 1961. Qu'est-ce qui se passe ? Absolument. Et donc, à ce moment-là, pour justement résister contre ce couvre-feu raciste et discriminatoire, le FLN de France, de Paris, précisément, décide d'organiser
une manifestation pacifique, comme ça a été dit, et c'est important le mot pacifique, c'est-à-dire vraiment les consignes étaient très claires, même pas un coupe-ongle sur soi, rien du tout. Ouais. Et donc, des drapeaux Même pas. Même pas de drapeaux. Les femmes et les hommes étaient habillés en costume, très beau, endimanché, comme on dit. Hein. Il y avait des enfants, il y avait des femmes, il y avait des enfants. Et donc 30 à 40 000 personnes se sont déplacées de toute la banlieue de Paris pour converger sur Paris. Et quel était le mot d'ordre ? Eh bien, le mot d'ordre, c'est l'indépendance, évidemment, c'est aussi la liberté, l'égalité, et donc contre aussi... Et la fin du couvre-feu. Et la fin du couvre-feu, bien entendu, ce qui était... Les Français se sont joints à ce cortège ? Pas du tout. Non. Nous allons parler tout à l'heure, là-dessus, il y a un vrai problème, justement, sur ce silence. Ce silence de 56 ans, mais ce silence de ce massacre-là. C'est-à-dire qu'il y a un mystère, il y a un mystère précisément sur le fait que, comme ça a été dit aussi, une répression terrible, une des plus grandes répressions, comme disaient Jim House et McMaster, deux historiens éminents anglais qui ont fait le dernier livre sur le 17 octobre, ont rapporté que c'est la manifestation la plus sanglante qu'ait connue l'Europe occidentale contemporaine. Donc c'est quand même, ils l'ont même comparé à la Commune. Alors continue, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce qui se passe... Donc, ils sont endimanchés, et ils demandent l'indépendance. Ils convergent, etc. Donc, évidemment, très vite, Papon est informé de cette affaire et il va effectivement donner un certain nombre d'ordres précis, clairs, qui est, évidemment, il ne faut pas l'oublier, il avait l'aval de son ministre de l'Intérieur, Roger Frey. C'est-à-dire que là, on pourrait penser que c'est une histoire d'un préfet fou ou sadique qui aurait donné des ordres pour une répression terrible. Non, 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 non. Pourquoi on appelle ça un crime d'État ? Parce qu'il avait le feu vert. Il avait le feu vert, il était en lien directement avec son ministre, et visiblement... ce qu'avait en tête M. Papon, il l'a mis en œuvre. Il a dit « nettoyez-moi ça ». D'une part, et il a dit, pour un coup porté, nous en porterons 10. Il a dit ça aux policiers. Et il faut savoir qu'à l'époque, il ne fallait pas leur dire deux fois ce genre de choses. Et surtout, comment ils l'ont compris, eux. Parce que on peut le comprendre de plusieurs manières. Ça, pour un coup porté, nous en porterons 10. Eux, c'est-à-dire, nous en tuerons 10. D'accord. Donc, il les a chauffés, comme on dit. Il les a chauffés à blanc. Et ils étaient, pour certains d'entre eux, avaient fait un séjour en Algérie. Il faut savoir que pour beaucoup, ils n'avaient pas digéré cette idée d'indépendance que De Gaulle avait menée en place parce qu'il y avait des négociations avec le FLN en parallèle. Ouais. C'est ça qui est aussi intéressant. Intéressant. On négocie en même temps. On est déjà dans une nouvelle approche du conflit. Voilà. Et donc, à ce moment-là, donc des hommes et des femmes vont converger sur Paris, et c'est là que, effectivement, la police va attaquer très très fort et donc va massacrer au sens vraiment du massacre. C'est Mohamed, quand on dit massacrer, moi ce que je crois savoir, c'est qu'on prend des gens et on les balance dans le fleuve, la Seine. C'est plus que ça. Donc on va leur tirer dessus, on va les frapper jusqu'à temps qu'ils meurent, avec ce qu'on appelait les bidules, vous savez, les bâtons, là. On va véritablement, il y a une hargne, ils ne sont pas tous tombés dans la Seine, mais il y en a plein qui sont morts des suites des blessures. Il y en a sur qui on a tiré dessus. Et puis, on dit tout souvent le 17 octobre. Mais il ne faut pas oublier, c'est le 17 octobre et les jours suivants. Absolument. Et les jours suivants, ça a continué, puisqu'il y a eu aussi des camps d'internement, porte de Versailles, plein d'endroits. Et donc, cette répression, c'est un processus. Il y avait véritablement ce qui a été vraiment remarqué, c'est cette haine. Véritablement une décharge complète contre l'Algérien. Comme ça a été dit aussi, au point
où c'était tout ce qui ressemble à un Algérien. Mais ça ne veut rien dire, tout ce qui ressemble à un Algérien. Il y a eu des Espagnols, par exemple, qui ont été arrêtés, etc., etc. Et donc, moi, ce que l'on peut dire dans ce bilan-là de cette nuit noire, mais des jours suivants, il ne faut pas l'oublier, puisqu'on comptabilise de manière sérieuse autour de 300. 300 morts, 300 victimes. De 300. Et donc, à mon avis, bien plus que ça, parce qu'il y avait aussi ceux qui ont été expulsés, selon la formule d'origine, vers les douars d'origine. Vers les douars d'origine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir qu'ils ont été remis à l'armée française dans des camps spéciaux en Algérie. Et quand vous remettez des gens aux mains de l'armée française en Algérie, dans ce contexte-là, vous pouvez imaginer ce qui devait leur arriver. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a tous ces disparus-là dont on n'a pas fait encore la lumière de que sont devenus les gens qui ont été remis dans les mains de l'armée française en Algérie. Ceux-là, ils n'ont pas été comptabilisés. D'accord. Donc en fait, c'est un champ d'investigation qui n'est pas encore fini. Est-ce que, et ensuite je me tournerai vers vous, Gamal, est-ce que d'autres villes, d'autres grandes villes françaises ont été contaminées par cette violence aveugle? Eh bien, écoutez... Vis-à-vis de la population algérienne qui pouvait s'y trouver, Lyon, Marseille... Alors, a priori, ce serait spécifiquement sur la banlieue de Paris, puisque donc Nanterre, Argenteuil, etc. Il y a eu la jeune Fatima Bédard, la plus jeune, vraiment 17 ans. 14 ans, je crois qu'elle avait 14 ans. Donc, une lycéenne en tout cas, une lycéenne, qui sortait de l'école et qui a disparu et qu'on a retrouvé noyée dans la Seine. Voilà, donc ça s'est passé, donc je crois à Bobigny. C'est des noms qu'on connaît. Voilà. C'est resté un peu dans l'inconscient collectif. C'est resté dans l'inconscient collectif. Et donc il faut dire aussi, on en parlera tout à l'heure, je crois que c'est très important, c'est la question du silence. Pourquoi il y a eu ce silence-là? Et c'est ce pourquoi nous nous battons, nous en tant que mémoire du combat, mémoire de la dignité, mais pas la mémoire du pathos, pas celle qui se plaint, qui pleurniche. Non, non, on veut simplement la vérité historique, on veut l'accès à toutes les archives et on veut la reconnaissance de ce crime d'État par les plus hautes autorités de l'État. C'est pour ça qu'on demande à M. Emmanuel Macron, le président de la République, qu'il reconnaisse solennellement cette histoire, puisque à Alger, le candidat Macron avait dit que ce qui s'était passé en Algérie était un crime contre l'humanité. Tout à fait, oui. Eh bien, il faut qu'aujourd'hui, élu, que le président Macron, qui est devenu le président Macron, soit pas en contradiction avec le candidat Macron et qu'il puisse mettre en œuvre ce qu'il a dit auparavant. Gamal, vous n'avez pas répondu à ma question. Comment vous, qui n'avez pas vécu cela, avez hérité de cette histoire? Il se trouve que mon père il s'est battu aux côtés du FLN. Mon grand-père est mort 6 mois avant la fin de la guerre. Pareil, il a les armes à la main. Parce qu'on est de l'Est algérien, c'est les parties où il y a eu beaucoup de répression dans l'Est, le Constantinois, le Kabylie, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que, donc nous, la différence de beaucoup de familles algériennes que j'ai connues et que je connais, les parents ne parlaient pas. La douleur était extrêmement violente pour 10 000 raisons qu'on peut imaginer, parce que la guerre d'Algérie est une sale guerre, c'est comme ça qu'on l'a appelée. Mais ce n'est pas les Français qui disent sale guerre, c'est le reste du monde. Et comme ils se sont rendus compte qu'effectivement ça a été très loin dans la violence, on estime qu'il y a 1,5 million de personnes qui ont été tuées au cours de cette guerre. Les gens ne savent pas que 1 million de personnes ont été tuées à l'entrée des troupes françaises en Algérie. Ça a été perdu de vue. C'est un massacre qui a duré quand même 132 ans. C'est pas une fois de temps à autre. C'est tous les 10 ans, il y avait des massacres et des bains de sang en Algérie sur la population civile. Il n'y avait pas d'armée, il ne faut jamais l'oublier. Et ce qui se passe, c'est que nous, on a eu la chance d'avoir un père qui était complètement décomplexé vis-à-vis de ça. D'abord parce qu'il était conscient, ensuite parce qu'il a suivi, il a eu un parcours d'autodidacte, et après il a suivi une formation scolaire pour pouvoir s'améliorer. Et surtout, comme il était très militant, il a creusé son passé. Il a vu son propre père tué à coups de baïonnette sous ses yeux, donc forcément ça crée une conscience. Et il a toujours criminalisé le colonialisme, mais pas les Français. C'est-à-dire qu'il fait une distinction entre le système colonial, qui est un système inique et indiscutablement barbare, et des Français qui n'étaient pas nécessairement pour. Preuve en est d'ailleurs, quand ils ont fait ce fameux référendum, les Français étaient totalement favorables à la dépendance de l'Algérie. À ce moment-là, ils en avaient marre.
Et ce qui se passe, c'est que nous, on a donc hérité de cette histoire et c'est resté. Et toutes ces histoires fortes, comme le 17 octobre, les massacres de 45 Steve, toutes ces histoires-là qui étaient totalement méconnues, on a eu la chance de les recevoir de notre propre père. D'accord. Il a quand même perdu 2 frères dans la guerre, son père, enfin, c'est quand même assez violent. Et second aspect par rapport à ce que vous venez de dire, sur la question, ça me rappelle, c'est un peu dommage, j'espère que M. Macron ne sera pas M. Hollande. François Hollande, quand il était candidat, vous vous en souvenez, hein, il nous a servi une soupe magnifique. Il a dit « Je reconnaîtrai officiellement les massacres du 17 octobre ». Il est venu sur le pont de Nanterre. Enfin, il a fait sa petite visite de courtoisie, hein, parce qu'il voulait le vote algérien, ou perçu comme tel. Et puis, au moment où il arrive à la tête de l'État, vous avez vu ce qui s'est passé. Il a difficilement lâché un petit communiqué à la main que le groupe qui organise les manifestations sur le pont Saint-Michel a été récupéré à l'Élysée, il les a même pas reçus. C'était vraiment une signature par le mépris qui était insupportable, ce qui prouve qu'effectivement, ils ont un problème avec cette reconnaissance, que c'est un crime qui est très grave. Mais pourquoi alors? Dites-moi, à votre avis, pourquoi y aurait-il... Vous savez, des fois, quand je vous entendais parler, Mohamed, ça me renvoyait un peu à ce qui s'est passé bien avant avec les protestants, la Saint-Barthélemy. Ça a des allures de Saint-Barthélemy. C'est-à-dire, allez, trouvez-moi tous les protestants qui traînent et vous me les passez par le fil de l'épée. Pourquoi du mal à reconnaître cela, à votre avis? Eh bien, parce que ça remettrait en cause, si vous voulez, ça mettrait en dissonance, comme on dit en psychanalyse, si vous voulez, l'histoire même de la France. Vous savez, les référents français, c'est quoi? C'est 1789. Par exemple. C'est le préambule de la Constitution de 1946. C'est la Constitution elle-même de 1958. Et que disent ces différents constitutions? Ils disent il y a la garantie des droits fondamentaux. Et les droits fondamentaux, c'est quoi? On ne joue pas avec la personne humaine. Les droits humains sont garantis en France depuis 1789. Vous vous rendez compte? Donc, on a là... Oui, mais on pourrait habilement dire l'inverse, effectivement, de ce que vous disiez tout à l'heure. C'est l'œuvre de Papon. C'est pas nous. Non, parce que Papon, il agissait en tant que représentant de l'État. C'est un préfet. Le préfet est le représentant de l'État. Alors on pourrait faire mieux. Ce n'est pas nous, ce sont des policiers qui ont pris et nous les punirons très sévèrement. Eh bien, mais en fait, je veux dire par là qu'il y a plein de façons de reconnaître, tout en se démarquant de toute responsabilité. C'est le propre de la politique. Alors, excusez-moi, le problème, c'est que je disais d'abord sur ces valeurs-là qui sont bafouées, où la France se retrouve en flagrant délit de bafouer ses propres valeurs. Mais c'est pas suffisant, ça. Je vais vous donner un autre élément d'explication. Vous savez, la gauche comme la droite sont mouillées totalement, complètement dans cette histoire de répression coloniale. Les pouvoirs spéciaux, en 1956, souvenez-vous des pouvoirs spéciaux. C'est quoi les pouvoirs spéciaux? On avait donné à l'Assemblée nationale, voté à Guy Mollet en 1956, on avait conféré les pouvoirs de police à l'armée en Algérie. C'est très grave. Et ça a été voté par la droite et la gauche. C'est-à-dire l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale ont voté les pouvoirs spéciaux comme un seul homme pour la répression terrible en Algérie. Mais plein d'hommes politiques, Mohamed, corrigez-moi si je me trompe, français, se sont engagés pour l'indépendance algérienne. Pas plein. Alors, il faut relativiser. Corrigez-moi. France, on a eu quelques personnages. Des gens importants. Importants, mais ils ont perdu le pouvoir très vite aussi. C'est surtout des militants. Les partis, jamais. D'accord. Les partis, n'en déplaise à quelqu'un, à certains, moi souvent, c'est des discussions très très difficiles parce que les gens ils vous disent ah oui mais nous on a aidé les Algériens. Les communistes, non, pas vous, pas vous, les militants. Absolument. Les militants communistes, certains militants communistes ont effectivement à titre. Mais si vous voulez, par exemple la position du Parti communiste, à l'époque c'était paix en Algérie. En fait, la majorité des partis n'étaient pas pour l'indépendance. Comprenez bien ça. Ils étaient pour le système de la continuité de la domination. Et donc ça, c'est un élément extrêmement important quand on ne veut pas qu'un peuple soit, comment dirais-je, soit libre, eh bien on justifie toutes les répressions. Rappelez-vous
ce qu'on appelle l'autre 8 mai 1945 de Sétif, Guelma et Harata. C'est 45 000 morts quand même. Je veux dire que... et c'est une répression qui a démarré le 8 mai 1945 jusqu'en septembre. Jusqu'en septembre 1945. Et ça, c'est reconnu? Oui, bien sûr. Enfin, reconnu par qui? Non, pas par les historiens, oui, mais attends, ils ont fait le travail. L'État ne le reconnaît pas. Pourquoi? Parce que c'est vrai, encore une fois, il ne faut jamais oublier le contexte. Hein, c'est monstrueux. Le 8 mai 1945, je crois que c'est la pire des choses qu'on ait fait dans l'histoire de la République française. D'abord parce que c'est cette façon élégante de remercier le peuple algérien qui a quand même libéré, avec les Marocains, les Sénégalais, enfin tous ces goumiers, ont libéré la France. Quand ils arrivent aux portes de Paris, n'oublions jamais le racisme structurel d'État, le général Leclerc dit « on va surtout pas montrer aux Parisiens que ce sont les Africains qui ont libéré, les colonies qui ont libéré la France, on va mettre les Européens devant et on va les laisser dans les camps à l'arrière ». Ça, c'est la première des choses. Et pire encore, pour remercier ces combattants qui partent en Europe se battre, on a Ben Bella qui était à Monte Cassino et tout un tas de personnes comme ça qui partent en Europe, lorsqu'ils reviennent chez eux, non seulement ils ne sont pas remerciés des efforts qu'ils ont largement, c'est quand même le prix du sang qu'ils ont payé, ils ne sont pas remerciés pour ça, mais en plus ils voient que leurs familles ont été massacrées. Parce que 45 000 morts, il n'y a pas un combattant qui est parti en Europe qui n'a pas un lien direct ou indirect avec ses familles. Donc c'est à ce moment-là que se fonde justement la cohésion de groupe, dire il y en a marre de ce pays, se fiche de nous, ils ne nous respectent pas, ils ont toujours fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues évidemment. Pire encore, on donne notre sang pour la seconde fois en 2 guerres et ils massacrent nos familles en remerciement là-bas. Et pourquoi? Parce que les malheureux ont sorti un drapeau qui avait été plus ou moins une promesse faite par les autorités françaises pour eux. Donc ça donne une idée du contexte général. Et c'est vrai qu'on parle des droits de l'homme. D'abord, il y a un humoriste, un homme politique qui a fait de l'humour avec ça. Il a dit, je fais une nuance. La France n'est pas le pays des droits de l'homme, c'est le pays qui les a déclarés. C'est une nuance de taille, parce que ça veut dire qu'elle déclare les droits de l'homme, ça veut pas dire qu'elle les applique. Et en substance, là, elle a fait un 2 poids 2 mesures qui a commencé dès le départ. Je veux dire, les Vendéens ont payé cher les droits de l'homme. Hein. C'est de dire la République est une et indivisible, elle ne reconnaîtra jamais aucune communauté. Et le problème de la communauté algérienne, qu'on appelait les musulmans d'Algérie, c'est que c'était une communauté musulmane exclue. Les 2 collèges, tout le système comme ça, l'exclusion qu'on connaissait, la clochardisation qui avait été dénoncée par, comment elle s'appelait la femme, j'ai plus son nom. Très connue. Oui, une anthropologue. Voilà, ça va en revenir, bref. Donc, qui a parlé de la clochardisation, elle était pour l'Algérie française, il ne faut jamais l'oublier. Hein. Tout c'était en général. Elle a changé d'avis quand elle a vu le traitement du peuple. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte qu'il y a un problème. Et ce 2 poids 2 mesures, c'est ce traitement qui fait qu'une population est niée dans son humanité. Alors, on parle vraiment de rapport humain. Ça a conduit effectivement à dire que la France a tourné le dos à des valeurs qu'elle a déclarées universelles. Donc là, effectivement, pourquoi ne pas pouvoir dire on a commis un crime d'État parce que c'est un crime d'État, c'est bien l'autorité d'État qui dit faites la répression, ce n'est pas un petit préfet comme ça dans son petit coin. D'accord. Et j'irais même encore plus loin, il y en a beaucoup de gens qui sacralisent le général de Gaulle, moi je ne sacralise pas de Gaulle, il a fait quand même 4 ans de guerre, il a tenu pendant 4 ans avant les négociations, parce qu'il s'est aperçu qu'il perdait plus qu'il ne gagnait, c'est que ça, c'est un pragmatique. Hein. Colomber les deux mosquées, c'est du De Gaulle, il ne faut jamais l'oublier, c'est un propos qui est quand même aujourd'hui tourne peut-être sous le coup de la loi. Eh bien quand ces acteurs-là se battent pour l'Algérie française, c'est parce qu'ils se battent pour le peu de puissance coloniale qui leur reste en termes de colonies. Ils ont perdu le Vietnam, l'Indochine quelques temps auparavant, avec une humiliation totale avec Dien Bien Phu. C'est des revanchards qui viennent se venger en Algérie et qui disent si on perd l'Algérie, on perd l'Afrique. D'accord. Et ils avaient raison. Mais alors, moi, ce qui me vient comme question, là, c'est pour gagner quoi, alors, si c'est un crime d'État et aller massacrer, pour reprendre vos propos, des civils algériens qui manifestent en réclamant l'indépendance. Politiquement, on aurait tout aussi bien pu laisser se faire cette manifestation, et puis c'est tout le monde rentre chez soi. Quel intérêt politique a à faire ce qui a été fait? Ah, c'est une excellente question. Eh bien, écoutez, il y a plusieurs choses, mais il y en a au moins une qui est importante. Quand on tente de négocier avec un ennemi, parce que c'était... voilà, il faut lui mettre la pression maximale, disent les spécialistes militaires. Et donc, cette pression maximale, c'est-à-dire qu'il faut lui faire voir qu'on a la main, qu'on est les plus forts. On négocie c'est créer un rapport de force. Bon, ça, c'est le premier point. Ça, c'est une technique militaire classique que tout le monde connaît. Donc, il s'agit de montrer au FLN qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique. Et donc, comme ça, on va pouvoir négocier le Sahara
on va pouvoir négocier le pétrole. Rappelez-vous que l'indépendance de l'Algérie réelle, c'est dans les années 78, puisque le pétrole est revenu à l'Algérie que fin des années 70. Donc, c'est plutôt au début, je crois, ils nationalisent le pétrole au oui, début. mais la main de la France sur le Sahara, la main de la France sur le Sahara absolument. a été, voilà, c'était, ils ont dit, ok, on lâche pas. C'est après que ensuite Boumedienne a nationalisé, etc. Donc, parce que les enjeux sont énormes, sont financiers, etc. Et la deuxième chose, cher monsieur, jusqu'à présent, qui est encore valable, c'est les lobbies. Les lobbies sont puissants. Les lobbies de l'OAS, les nostalgiques de l'Algérie, non seulement à l'époque ils étaient puissants et forts, et donc les hommes politiques avaient peur d'eux, clairement. Rappelez-vous que le général de Gaulle a eu l'affaire du petit Clamart. Ils ont tenté de l'assassiner quand même. Ouais. Il y a eu quand même un truc incroyable. Ils ont pris les armes, les militaires, certains militaires français à l'époque, ils ont créé l'OAS, l'organisation armée secrète. Et donc, ces gens-là faisaient énormément peur, et donc eux, ils étaient pour la continuité de l'Algérie française. Donc c'est pour ça qu'il fallait aussi, je pense, leur donner de la main. Mais autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que et beaucoup de gens de gauche, y compris à l'époque, étaient au pouvoir. Rappelez-vous que Mitterrand était ministre de l'Intérieur. Il faut savoir qu'en 1945, quel était le gouvernement à l'époque ? C'était un gouvernement d'union nationale. Il y avait même le ministre de l'Air, Charles Tillon, qui était-il ? C'était un communiste. Donc, au sortir de la guerre, donc vous voyez que dans cette histoire de France extrêmement complexe, tout le monde a été aux affaires de l'État. Socialiste, communiste, droite, etc. Et au fond, ils étaient tous d'accord sur une seule chose, pas d'indépendance. D'ailleurs, juste comme ça, c'est génial parce qu'il a donné le nom, c'est Germaine Tillon qui avait créé la clochardisation. Donc effectivement, oui, sur ces questions de rapport de force, c'est de créer un rapport qui jusqu'à aujourd'hui, c'est à l'œuvre. Attention, monsieur, il nous reste quelques minutes. Que faire, selon vous, de ce souvenir ? Y a-t-il un devoir de mémoire ? Oui. Pourquoi ? Alors moi, je parle même plus de devoir de mémoire maintenant. Pour moi, une chose est simple, c'est la transmission de l'histoire. Et pour qu'il y ait transmission de l'histoire, il faut absolument qu'il y ait une reconnaissance des plus hautes autorités de l'État de ce crime d'État. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement pour les Algériens. Ah, pas du tout. Absolument. On n'y est pas. C'est l'histoire de France. Et cette histoire fait partie de l'histoire de France. Et il est injuste de amputer les Français qui nous écoutent aujourd'hui d'une grande partie de leur histoire. C'est une injustice, pas seulement pour les Algériens. C'est une injustice globale pour l'accès à la connaissance, pour la vérité. La deuxième chose qui est importante, c'est un passé qui passe pas, et il faut qu'on puisse créer les conditions de la réussite pour qu'il passe. Pourquoi ? Tout simplement pour créer de nouveaux rapports basés sur l'amitié, basés sur les deux rives de la Méditerranée, sur un plan économique. Attendez, comment voulez-vous qu'on développe l'économie entre les deux rives de la Méditerranée ? Et là, je parle de manière plus globale, l'ensemble du Maghreb. Mais évidemment, l'Algérie est un acteur important. Eh bien, les chefs d'entreprise qui nous écoutent aujourd'hui, eh bien, ils ont tout intérêt à soutenir cette reconnaissance de l'histoire, parce que non seulement ça les concerne, mais à deux reprises, en tant que citoyens, mais aussi en tant que développeurs de l'économie. Si on veut développer l'économie, si on veut développer la culture, si on veut développer l'amitié entre les peuples, il faut... Ça se passe sur des relations plus saines. Sur de nouvelles bases, sur les bases de la reconnaissance. Gamal, selon vous, alors, ce souvenir ? Alors, je reprends toujours... J'aime bien le parallèle entre la Seconde Guerre mondiale, qui est donc antérieure à ce qui s'est passé aux événements, et puis la guerre d'Algérie. D'abord, il a fallu beaucoup de temps pour que les Juifs obtiennent au moins, pas les réparations, mais au moins la reconnaissance des crimes. Ça a été très long. Là, on ne parle que de ça aujourd'hui, mais à l'époque, on n'en parlait pas. Jusqu'en 70, fin 70, les crimes des nazis n'étaient pas connus comme il est connu aujourd'hui. Maintenant, c'est un caractère un peu obsessionnel et c'est dommage. Nous, c'est pareil, on ne doit pas tomber dans ce piège de l'obsession. Et là, je rejoins complètement Kaki sur la question de dire il faut que l'histoire soit dite, tout simplement. Et ce qui est très surprenant, d'ailleurs, c'est que quand Jacques Chirac dit que la France de Vichy était la France et qu'elle a donc commis un crime,
il nettoie le passé. Il reconnaît le crime d'hommes politiques qui sont mal comportés, il nettoie le passé. Quand ils ne disent pas qu'ils ont massacré les Algériens, alors qu'ils sont capables de dire qu'à la rue de Charonne, il y a eu 8 communistes qui ont été tués, il y a un problème. On a l'impression que les communistes qui étaient des Européens sont des hommes supérieurs et que les Algériens n'avaient pas de valeur pour 400 morts. Et le problème, c'est qu'effectivement, le rapport Nord-Sud, le rapport de l'Afrique du Nord et de la France serait apaisé si la France se regardait, parce que les Algériens, ils attendent que ça là-bas, qui disent effectivement, nous avons fauté. Effectivement, c'est grave qu'on a fait. Effectivement, on était des criminels à ce moment-là et nous demandons pardon. On ne demande pas plus que ça, que la France dise nous reconnaissons nos crimes, on demande pardon officiellement et on le marque dans le livre d'histoire. Ma dernière question, est-ce que l'État algérien demande une reconnaissance officielle de ce que vous êtes en train de dire? Ça a changé beaucoup. Écoutez, il y a eu des évolutions. Évidemment, je pense que l'État algérien, il a tout intérêt à le demander. Je pense qu'il le demande. Mais nous, on se situe plus en tant que citoyens et on veut combattre une chose importante. Vous savez, Antonio Gramsci, le grand intellectuel italien, a fait un livre qui s'appelle « Je hais l'indifférence ». C'est l'indifférence qui a créé les crimes dans le monde entier. Vous savez, je parlais du silence. Sharon, ça a été évoqué, c'est quelques mois après, le 8 février 1962. Après ces malheureux 8 morts français de gauche, intellectuels, qui sont morts au métro de Sharon, juste après, il y a eu 1 million de personnes au Père-Lachaise pour, je dirais, commémorer leur mort et qui se sont élevés. C'est toute la France qui s'est sentie considérée. Vous savez, pour les 300 morts algériens, ce 17 octobre 1961, il y a eu une dizaine de gens du PSU. Eh bien, vous voyez tout de suite cette question de l'indifférence, cette question du silence, et je crois qu'il faut convoquer cette histoire d'être attentif. Il faut s'intéresser aux affaires des autres. Pourquoi? Parce que s'il y a le feu chez mon voisin, et que je me dis, c'est pas mon problème, eh bien le feu risque d'arriver chez moi. Et après, je n'aurai plus que mes yeux pour pleurer. Donc, il faut de la solidarité pas seulement entre Algériens. Ça, c'est un problème d'humanité et c'est un problème d'histoire qui concerne non seulement l'ensemble du peuple français, mais aussi toute l'humanité, parce que ce qui est arrivé, ça qui est aussi en Tunisie, dans le cadre de la guerre d'Algérie, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est un bombardement immonde qu'il y a eu, où il y a eu des réfugiés algériens qui s'étaient réfugiés à Sakiet pendant la guerre d'Algérie. Et il y a eu un bombardement. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il y a eu une grande émotion à l'ONU. Et donc, je reprendrai, ce sera mon dernier mot, comme dirait le grand savant Abdelmalek Sayad, grand sociologue algérien qui a travaillé avec Pierre Bourdieu dans les années 60 en Algérie et qui a fait un livre merveilleux qui s'appelle La double absence. Eh bien, il disait cette phrase: exister, c'est exister politiquement. Donc, c'est politiquement qu'il faut se battre, mais pas dans la repentance. Nous, on veut la reconnaissance. Merci Mohamed Kaki, merci Gamal Abina, merci à vous deux. Mais voilà, on a essayé un petit peu de revenir un peu sur ce qui s'est passé ce jour du 17 octobre 1961. À vous de faire le reste du travail aussi. À bientôt pour un nouveau numéro de l'émission L'Entretien sur Al Janoubia TV. Au revoir.